Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo présente la dernière partie d'un article très intéressant d'Éric Carpano qui aborde le thème de l'état de droit. Je cite Éric Carpano, « D'une manière générale, l'état de droit est entré dans une phase d'affaiblissement dans la plupart des démocraties occidentales sous l'effet des politiques sécuritaires post-2001. Des pressions populistes sur les politiques migratoires et des mutations néolibérales du capitalisme qui imposent un nouvel ordre politico-social. » D'une manière générale, l'état de droit est entré dans une phase d'affaiblissement dans la plupart des démocraties occidentales sous l'effet des politiques sécuritaires post-2001, voire la contribution de Catherine Gauthier dans ce dossier, Asile et menaces terroristes, des pressions populistes sur les politiques migratoires et des mutations néolibérales du capitalisme qui imposent un nouvel ordre politico-social. La réponse politico-juridique aux attentats du 11 septembre 2001 est le point de départ du tournant sécuritaire des démocraties libérales. Après les États-Unis, le Royaume-Uni, la France ou encore l'Allemagne vont se doter de législations de plus en plus sécuritaires, en introduisant des régimes d'exception. En Allemagne, la Cour constitutionnelle a accepté en 2004 la réactivation d'une loi nazie de 1933 sur les internements de sûreté. Au Royaume-Uni, il a fallu l'intervention de la House of Lords en 2004 pour que la détention illimitée des étrangers soit écartée. En France, les lois antiterroristes se sont multipliées, 18 lois en 30 ans, jusqu'à la proclamation de l'état d'urgence en 2015 qui sera renouvelée pendant 2 années, puis banalisé sous la forme d'un régime juridique ordinaire d'exception. Ce qui était extraordinaire et logé dans l'état d'exception devient ordinaire intégré dans l'état de droit. Ce qui caractérise toutes ces lois antiterroristes, en France comme ailleurs, c'est leur caractère dérogatoire par rapport au droit commun. À situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle, mesures exceptionnelles. L'exception se niche au cœur même du discours législatif antiterroriste, conçu comme la contre-violence de l'état de droit démocratique. Le terrorisme est perçu comme une attaque des fondements de l'état de droit démocratique qui, pour se défendre, va suspendre une partie de ses dispositifs de protection pour lutter plus efficacement contre l'ennemi qui le menace, Carl Schmitt. L'état d'exception crée une parenthèse dans le cours normal de la légalité, en rendant légal ce qui ne pouvait l'être sous l'empire de la loi ou du régime ordinaire. L'état d'exception opère une redistribution des règles d'habilitation des autorités normatrices et autorise des restrictions de liberté qui n'auraient pas été autorisées sous l'empire de la loi ordinaire. L'état d'exception pur, tel qu'on a pu le connaître avec le Troisième Reich en tant que régime d'exception du régime de Weimar, sans contrôle ni limite, n'existe plus. L'état d'exception prétend aujourd'hui être subordonné à l'état de droit. Ce nouveau modèle de l'état d'exception peut prendre une double forme. Il peut tout d'abord être un état d'exception de droit résultant d'une proclamation formelle de l'état d'exception, état d'urgence par exemple, sous le contrôle plus ou moins poussé du juge. Cet état d'exception peut aussi ne pas résulter d'une proclamation formelle de l'état d'exception, mais résulter de l'adoption de mesures exceptionnelles qui font de l'état de droit un état de droit d'exception. La France a connu les deux versions de cet état d'exception. Dans un premier temps, à l'inverse des États-Unis ou du Royaume-Uni, les autorités françaises ont logé le dispositif antiterroriste dans le cadre juridique de droit commun en y incluant des régimes dérogatoires avec des incriminations,
des procédures et des garanties spécifiques en matière de terrorisme en rupture avec le droit commun. Au nom de la prévention, les pouvoirs des autorités administratives se sont renforcés au détriment de ceux des autorités judiciaires, garantes ultimes des droits et des libertés fondamentaux. Dans un second temps, le dispositif antiterroriste, après les attentats du 13 novembre 2015, a été inscrit dans l'état d'urgence qui institue un état d'exception formel autorisant notamment les perquisitions administratives, les assignations à résidence, les zones de sécurité, les limitations du droit de manifester ou encore la fermeture des lieux de culte. Cet état d'urgence fut prorogé à 6 reprises jusqu'au 31 octobre 2017. Mais la fin formelle de l'état d'urgence ne signifie pas pour autant la fin matérielle de l'état d'exception. L'exception est désormais intégrée dans le droit commun par la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017, renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, qui incorpore dans la loi ordinaire une partie du dispositif de l'état d'urgence. L'état de droit se transfigure alors en état de surveillance, Delma Marty. Le tournant sécuritaire fait entrer l'exception dans le droit commun, l'état d'exception est transfiguré en état d'exception de droit ou état de droit d'exception. La procédure pénale, l'enquête terroriste, la rétention administrative, les transmissions des données personnelles, voire la contribution de Nina Le Boniek dans ce dossier, la sécurité au détriment de l'état de droit avec les accords des données des dossiers passagers et etc., sont autant de lieux dominés par ce qui était encore considéré il y a quelques années comme exceptionnel. Les démocraties qui se revendiquent libérales participent ainsi également à l'affaiblissement de l'état de droit. Elles le font de manière directe mais circonscrite dans des domaines de sécurité intérieure, terrorisme ou de politique externe, politique migratoire, elles le font également de manière plus indirecte mais plus générale. L'état de droit est menacé de l'intérieur par la dilution, au mieux des capacités d'action des contre-pouvoirs, parlements contournés, tribunaux engorgés, presse dépendante financièrement et de leur mobilisation, au pire de leur existence même, le gouvernement par les experts, l'expertocratie ou encore le gouvernement par les nombres ou les algorithmes datacratie, produit d'un néolibéralisme tenté par le libéralisme autoritaire qui affecte la dimension matérielle et sociale de l'état de droit. La notion paradoxale de libéralisme autoritaire, forgée par Hermann Heller, décrit un système libéral sur le plan économique et autoritaire sur le plan des libertés individuelles et des droits sociaux. Ce serait d'un libéralisme sélectif en rupture avec l'unité du libéralisme qui vise au démantèlement de l'État-providence. L'État se recentre sur les 3 fonctions fondamentales de sécurité, police et justice, et se désengage des autres domaines d'intervention comme la solidarité, la culture ou l'éducation. Les droits sociaux en sont les victimes alors qu'ils peuvent être perçus comme la condition de la pleine jouissance des droits et libertés. La logique de marché et de concurrence met l'état de droit au service du capital, Hayek, et ce n'est pas là le moindre des paradoxes. L'état de droit avait été conçu pour se prémunir de l'oppression du pouvoir étatique. Par l'état de droit, articulé autour d'une constitution économique dans un espace global et sans frontières, le marché profite de la primauté des droits économiques sur les droits sociaux et du ressort de leur justiciabilité pour s'imposer.
Si la Pologne a focalisé l'attention des institutions de l'Union européenne, c'est aussi parce que la remise en cause de l'état de droit était susceptible d'affecter la mise en œuvre du droit de l'Union européenne et donc le fonctionnement du marché. La rule of law est la meilleure garantie du bon fonctionnement du marché, disait Hayek. L'état de droit, c'est la forme juridique du libéralisme et celle qui permet au marché de se déployer avec le minimum d'entraves, surtout lorsque, dans une logique ordolibérale, le marché fait l'objet d'une protection constitutionnelle. La question de la crise de l'état de droit en Europe dépasse donc la seule question des politiques illibérales de la Pologne ou de la Hongrie. Mais celles-ci en sont le symbole en ce qu'elles défient directement les valeurs de l'Union et son identité. Si le mécanisme de l'article 7 du traité sur l'Union européenne n'est pas en mesure de sanctionner effectivement le respect de ces valeurs, l'ordre juridique de l'Union européenne recèle des ressources normatives et juridictionnelles permettant, notamment par la voie de l'article 19 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'action en manquement, de sanctionner les États qui porteraient atteinte à la dimension juridictionnelle de l'État de droit, voire la contribution de Sébastien Platon dans ce dossier, le respect de l'état de droit dans l'Union européenne, le contrôle judiciaire à la rescousse. Mais le droit ne peut pas arrêter une révolution, il peut seulement ralentir la dégénérescence progressive des structures démocratiques. L'Union européenne traverse un moment populiste et réactionnaire sans précédent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La question est dès lors, pour reprendre les mots de Yascha Mounk, de savoir si ce moment va se transformer en époque et remettre en cause jusqu'au fondement de la démocratie libérale. Les vieilles démocraties libérales européennes n'ont pas seulement un devoir de vigilance à l'égard des tentations illibérales de certains États membres de l'Union. Elles ont aussi un devoir d'exemplarité au risque sinon de démonétiser le discours des valeurs qui le portent et de saper les fondements de la liberté. Ce podcast a pris fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux et abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.